C'était au tribunal de Bobigny. Oui, 3 personnes ont été jugées aujourd'hui. Un homme âgé de 34 ans qui se présente comme étant palestinien en situation irrégulière, arrivé il y a 2 ans en France. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il est déjà connu des services de police pour des faits de vol en réunion et il était jugé pour avoir volé le collier d'une femme britannique venue assister au match et avoir mordu le bras de son ami qui tentait de l'intercepter au moment du vol. Il a été condamné à une peine de 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Un autre homme âgé de 25 ans, né en Algérie, a lui été condamné à 10 mois de prison, dont 3 avec sursis, une peine aménageable en semi-liberté car il travaille. Il était déjà connu pour des faits de vol aggravé. Il fait lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire, mais sa situation est en voie de régularisation. Un homme âgé de 24 ans, lui aussi de nationalité algérienne, sans casier judiciaire, a lui été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour le vol d'un téléphone portable appartenant à une victime britannique. Et puis enfin, une autre affaire concernant 3 hommes de nationalité péruvienne poursuivis pour avoir volé en réunion plusieurs dizaines de téléphones portables a été renvoyée au 5 juillet prochain. Tous sont en situation irrégulière sur le sol français et 2 d'entre eux ont été placés en détention provisoire en attendant d'être jugés. Alors voilà donc les premières peines après les événements au Stade de France. 10 mois de prison avec mandat de dépôt pour un homme de 34 ans qui n'a pas la nationalité française. Idem pour un homme de 25 ans. 10 mois de prison, 3 mois avec sursis et en situation de régularisation. Et puis 6 mois de prison avec sursis pour un homme de 24 ans. Au vu de l'ampleur politique de l'événement, selon vous, est-ce que ces peines sont suffisamment sévères? Je me tourne vers le policier. Alors je parlerai de peines sévères. Quelque part, l'illustration et ce que l'on nous présente ce soir, c'est le quotidien du policier. Je m'explique. Je suis officier de police judiciaire. On a eu 105 interpellations, 48 personnes placées en garde à vue, 6 personnes qui devaient passer en comparution immédiate. Il y a eu un report pour 3 personnes sur un dossier. C'est une classique pour le policier. Ce n'est même pas une surprise, parce qu'il faut aussi entendre, et je peux comprendre l'inquiétude de certaines personnes, la comparution immédiate n'est pas la seule façon de juger les gens. C'est dans une procédure simple et avec des faits établis. Mais vous avez également, pour ces affaires, peut-être on appelle ça des COPJ, des convocations par des officiers de police judiciaire qui ont été remises à la levée de la garde à vue pour des comparutions ultérieures, peut-être également des poursuites en préliminaire parce qu'on n'a pas retrouvé les plaignants ou les plaignantes des affaires en question, il y a des investigations à poursuivre, et tout ça fait qu'on poursuit ces affaires en préliminaire et on sort du flagrant délit. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs éléments. Alors, c'est pas pour donner raison à la justice, parce que vous savez très bien que le policier, on souffre justement de cette réponse pénale qui est assez faible et qui nous demande beaucoup de travail, et surtout dans le judiciaire. Mais je ne suis pas surpris de ce qui est présenté ce soir. Donc pas de peine exemplaire finalement, Véronique Jacquier, 5 ans de prison normalement requis pour un vol avec violence. Là, la plus lourde peine, 10 mois de prison, je le disais, avec mandat de dépôt. On sait que ces personnes-là ne vont pas faire de prison de toute façon. Donc voilà, la messe est dite. À vous écouter, on a l'impression d'ailleurs que pour l'instant, la réponse judiciaire, même la réponse policière, n'est pas encore tout à fait à la hauteur de l'événement. Il va y avoir des incidents, plutôt, parce que parler d'événements, c'est un petit peu malheureux. On imagine qu'il va y avoir sans doute des suites dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres interpellations ? Je me permets de poser une question, mais bon. Allez-y, je vous en prie, effectivement, on se pose la question. Je crois que ça peut être intéressant, pourquoi pas, puisque l'exploitation de vidéoprotection ou de toutes nos techniques en matière d'investigation pourra permettre peut-être d'identifier d'autres protagonistes sur la scène, sur le lieu des faits, qui permettront également de poursuivre ces personnes pour des faits, des faits répréhensibles. Parce c'est vrai qu'il y a eu 88 interpellations juste après les événements. Là, on voit 3 jugements ce soir. 3 jugements pour 88 interpellations, on se dit, a priori, c'est pas beaucoup. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on interpelle des gens, ils ne sont pas systématiquement placés en garde à vue. Le placement en garde à vue, il intervient que quand il y a des raisons plausibles pour une personne de suspecter qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Donc parfois, même la présentation de l'affaire, vous n'avez pas tous les éléments. Il y a aussi un délai imparti. C'est-à-dire que ça, il faut aussi en avoir conscience. Quand un policier interpelle un flagrant délit, il a 1 heure pour présenter, et ça c'est le droit français qui est comme ça, il a 1 heure pour présenter son affaire à un officier de police judiciaire qui placera ou non la personne en garde à vue. Si vous ne respectez pas le délai, la procédure est cassée. S'il y a une irrégularité de procédure sur le temps de l'enquête par un avocat ou autre,
la procédure est cassée. On suivra en tout cas tout ce temps de l'enquête à suivre, comme vous nous le dites. Vous vouliez intervenir, Véronique? Oui, parce qu'il y a plusieurs dimensions finalement dans ces premières condamnations. Bon, les premières, on sait qu'ils ne vont pas faire de prison. Les deuxièmes, le profil quand même des personnes condamnées. Ce ne sont pas des Anglais. Alors, voilà, donc il y a quand même un politiquement correct en France, c'est de s'en prendre aux Anglais, mais il y a d'autres nationalités qu'on ne peut pas attaquer, les Palestiniens, les Algériens, voilà, et puis beaucoup de sans-papiers, beaucoup de mineurs. Donc ça pose quand même aussi la question de la politique liée à l'immigration par rapport à cette question-là. Je rappelle quand même que le gouvernement doit assurer la sécurité de ses concitoyens et que, au vu de cet événement, on se rend bien compte qu'il y a un très très gros problème qui est lié bien entendu à une prise ou à une emprise de territoire, la Seine-Saint-Denis et les abords du Stade de France. Il y a aussi peut-être la question liée bien entendu au football. On sait bien qu'il y a eu un trafic de faux billets, on va y revenir. Oui, oui. Mais enfin, moi je constate quand même que la Coupe d'Europe de La Rochelle, les champions d'Europe de rugby, on a fêté ça à La Rochelle, 40 000 personnes, pas un incident, pas une interpellation. Mais il y a eu des incidents Voilà. aussi à Saint-Étienne, on peut le noter également. Oui, d'accord, mais donc il y a quelque chose qui est propre aussi au football. Ce qui interroge également Benjamin Morel, c'est que parmi les condamnés, un est en passe d'être régularisé français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes condamné, de toute façon, ça n'empêche pas le chemin de la régularisation. C'est des processus différents parce que vous avez d'autres éléments, même si ça peut paraître choquant, hein, mais qui entrent dans la régularisation. Après, moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je crois qu'il y a deux éléments principaux. D'un côté, il ne faut pas s'attarder en considérant que les peines sont exemplaires ou pas sur les, entre guillemets, les plus bêtes qui se sont fait pincer et qui apparaissent en comparution immédiate. L'important, c'est quel est le taux de suivi judiciaire, c'est-à-dire combien de personnes vont finalement finir devant la justice et vont se voir infliger une peine qui va être une peine proportionnée aux crimes ou aux délits qui ont été commis. Le deuxième élément, et je rejoins tout à fait ce que disait Véronique là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a tout de même un enjeu. Souvenez-vous, très très souvent, on présente les images des médias étrangers qui vous montrent des plans de Paris avec des zones dans lesquelles il faut aller ou il ne faut pas aller. Et pour les touristes, vous avez en effet des zones déconseillées. Et on se moque de ça. Là, allez dire aux Anglais que Paris est sûr. Allez dire on va entendre des témoignages dans un instant. Que Paris est sourd. Là, pour le coup, on a un vrai sujet. Et plutôt que de se renfermer dans une forme de déni qui aujourd'hui fait notre honte, y compris au niveau international, on ferait bien justement d'avoir les yeux sur ce qui est en train de se passer, qui fait que vous avez des territoires dans lesquels les touristes ne mettent plus les pieds et dans lesquels les citoyens également ont peur d'aller. Mais même les Parisiens, pardonnez-moi, même les Parisiens ne mettent plus les pieds. Enfin, personnellement, il y a des quartiers, moi, où je ne mets plus les pieds à Paris, de toute façon. Justement, on va revenir sur cette colère à la fois des Anglais, mais aussi des Espagnols. On entendra des témoignages notamment. On va d'abord aller aux abords du Stade de France, où les riverains se remettent de cette soirée de finale de Ligue des Champions très agitée. Nous sommes allés à leur rencontre. Et voyez ce qu'ils en retiennent. C'est un reportage de Solène Boulan, Régine Dufour et Jean-Laurent Constantini. Après le chaos de samedi, un supporter raconte les tensions aux abords du stade. Tout le monde se croisait et c'est là où clairement il y a eu un gros sentiment d'insécurité. J'ai vu, de moi-même, j'ai vu un père, un fan anglais avec sa fille sur ses épaules qui se faisait bousculer. Il était pratiquement tombé avec sa fille sur les épaules. Certains habitants de la ville ne sont pas surpris. Ça m'étonne pas tellement, je crois qu'en plus on s'y attendait plus ou moins, c'était le bruit qui circulait, qu'il y aurait forcément des débordements. La ville, elle souffre de maux comme jamais elle a souffert, hein. Pour ce gérant d'un restaurant, les violences aux abords du stade ne reflétaient pas l'ambiance au sein du centre-ville. Je pense que si le problème est venu de l'Angleterre, ils ont vendu des faux billets, je pense, donc c'est pour ça, sinon il n'y avait aucun problème au niveau de Saint-Denis-Basilique. Les jeunes de Saint-Denis dénoncent quant à eux une stigmatisation de leur ville. Une ville mal vue, quoi. Que des racailles, des ratés, que ça. En mode, on peut pas réussir comme tout le monde. Genre, nous, on est en bas et les autres, ils sont en haut. Franchement, en vrai, pour nous, c'est péjoratif parce que Saint-Denis, c'est une bonne ville, il y a de tout, il y a plein d'origines et on est bien ici à Saint-Denis. Après un match sous haute tension, la ville a finalement retrouvé son calme. Jérôme Jiménez, je me tourne encore vers vous, le policier, parce qu'on entendait, on s'y attendait, en tout cas de cette délinquance qui profitait de l'événement pour agir. On a aussi appris 3 jours avant les débordements, la Division nationale de lutte contre l'hooliganisme avait alerté les autorités sur de possibles incidents. Donc clairement, c'est indéniable. Il y a eu un manque d'anticipation, on est tous d'accord aujourd'hui. Il y a eu un manque d'anticipation, il y a eu un manque de préparation. Ça explique que je crois que l'intérêt premier, c'est pas de chercher le bouc émissaire de tout ça, mais c'est vrai que
les images restent quand même choquantes hein, de ces individus qui grimpent sur ces grilles et qui s'introduisent facilement dans une enceinte sportive telle que le Stade de France. Je crois qu'il faut aussi laisser le temps un petit peu à une enquête sérieuse et qui va dégager un petit peu la responsabilité de tout le monde. Je rappellerai que les policiers étaient là en renfort, hein. C'est pas pour jeter la pierre à l'UEFA, mais c'est eux qui devaient garantir aussi la sécurité dans l'enceinte sportive et aux abords. Et tous les contrôles préventifs n'ont pas été forcément faits avec la vérification d'authenticité des billets, etc. Parce que c'est ce qui m'est rapporté des policiers de terrain. Je rappelle que si les policiers n'interviennent pas, je sais que ça peut paraître facile quand on est syndicaliste de dire ça, et si les policiers n'interviennent pas, ça c'est pareil, je le tiens de mes collègues, il aurait pu y avoir vraiment des drames. Et c'est super important de le noter, parce que ces grilles que vous avez vues, hein, c'est 4 mètres de hauteur, des pics en haut. Si vous avez 4-5 personnes qui montent dessus, vous savez très bien qu'il y a des gens mal intentionnés dans des groupes, et que parfois les phénomènes de personnes nassées peuvent entraîner des mauvais comportements. Si on a 50 personnes qui montent sur les grilles et qui tombent sur les gens qui étaient coincés et confinés sur la partie basse, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ça aurait pu être dramatique. Véronique Jacquier, on vous écoute dans un instant, puisque avant, il y a le Flash Info de Barbara Durand, et puis on entendra également juste après le témoignage du maire de Liverpool. Il était au Stade de France samedi soir. Tout de suite, le Flash Info.